Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale consacrée aux initiatives de promotion de l'emploi, notre dossier du jour sera consacré au gouvernement du Bénin qui a pris l'engagement de créer pas moins de 500 000 emplois en 5 ans. Au sommaire également de cette émission, le Maroc qui gagne son retour dans l'Union africaine. Les chefs d'État de l'UA se sont prononcés ce lundi en faveur du retour du Royaume dans l'organisation, malgré les réserves de l'Algérie ou encore de l'Afrique du Sud. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat est le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Le candidat de N'Djamena s'est imposé au dernier tour de vote face à sa concurrente kenyane Amina Mohamed ce 30 janvier. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue messieurs, bienvenue à Serge Awitor. Il est ingénieur, consultant en génie civil. Bienvenue également à Kossi Boniface Nyanguenon, ingénieur lui en informatique. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Malik Achar. Bonsoir Dara. Tout de suite, l'info du jour. Le Maroc réintègre donc l'Union africaine. Après plus de 30 ans d'absence, le Maroc retrouve l'Union africaine en dépit de fortes réticences de poids lourds du continent, liées notamment à la question du Sahara occidental. Le Maroc sera bien le 55e membre de l'organisation panafricaine, une annonce qui vient couronner une intense politique africaine du Royaume, mais qui n'aura pas été facile à obtenir, comme nous l'explique Amira Benjabala Jean-Pierre et Lise Elsi Akizimana. Le Maroc réintègre l'Union africaine. Les chefs d'État africains réunis au 28e sommet de l'Union africaine se sont prononcés en faveur de son retour ce lundi 30 janvier. Le royaume chérifien avait quitté l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, en 1984 pour protester contre l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique avec qui il se dispute le territoire du Sahara occidental. Plus de 30 ans après, sans poser de conditions, le royaume chérifien a exposé sa volonté de reprendre sa place naturelle au sein de l'organisation panafricaine. Les débats ont été longs et houleux, mais ont finalement abouti à un consensus. Même si le Maroc ne le dit pas, il suffit de voir comment la fête qui a été faite, a été organisée par la diplomatie marocaine, etc. Il y a un arrière-plan très politique. Le Maroc revient sans poser de conditions, ce qui était nouveau. Quand il est sorti, quand le Maroc est sorti, pendant plusieurs années, il a posé comme condition de sa réadhésion à l'organisation la sortie de la République arabe sahraoui démocratique. Aujourd'hui, elle ne pose plus cette condition-là, et plus encore, elle ne pose même pas de réserve à l'article 2 de la charte de l'Union africaine, qui pose comme un des principes majeurs de l'organisation le respect des frontières issues de la colonisation. Un retour sans condition donc. Pourtant, le Maroc n'a pas changé sa politique sur le Sahara occidental et continue d'en occuper 80%. Une présence légitime pour certains, illégale pour d'autres. Des prises d'opposition qui ne facilitent pas l'intégration continentale, pourtant souhaitée par le fondateur de l'Union africaine. C'est au chef d'État d'être ferme sur la reconnaissance de la RASD. C'est à la RASD aussi de jouer le jeu et d'accepter de discuter. Mais là-dessus, c'est le Maroc qui était catégorique. Et je pense que nous allons vers la résolution du conflit en s'appuyant, et moi, c'est l'option que je retiens, sur le droit international. Un référendum d'autodétermination du Sahara occidental a été proposé pour régler cette question. Les différents protagonistes n'arrivant pas à s'entendre sur la composition des listes électorales. En attendant, le Maroc devient le 55e membre de l'Union africaine. Malik, le Maroc est donc de retour enfin au sein de l'Union africaine après de nombreuses tractations. Quels ont été les moments décisifs finalement autour de ce retour ? Les moments décisifs, très dur de les dire. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc a très justement finalement laissé la question du Sahara occidental de côté. Je pense que c'est justement le fait de laisser ce sujet de côté qui a été décisif dans justement l'intégration du Maroc. On parle de réserve de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. Je ne parlerai pas de réserve, je dirais juste que l'Algérie a juste demandé à ce que la République arabe sahraoui démocratique, qui est reconnue par
l'ensemble des pays africains à demeurer et rester dans l'Union africaine. C'était juste la condition qui a été posée et non pas une réserve face au Maroc. Et d'ailleurs, si vous voyez les déclarations des responsables algériens, les responsables algériens ont tout simplement dit bienvenue au Maroc dans l'Union africaine qui demeure sa maison. Et donc moi je me réjouis de cette réintégration du Maroc. Le tournant décisif, c'était justement ce dossier du Sahara occidental qui a été mis de côté. Maintenant il faut voir l'évolution des choses. Si le Maroc et la RASD vont au moins pour une fois se parler directement au sein de la famille africaine. Est-ce que justement cette RASD ne va pas être au cœur de nouvelles luttes permanentes au sein de l'organisation? Justement, il ne faut pas que ça soit une nouvelle lutte. Il faut que ça soit un espace de l'Union africaine de conciliation. Parce que j'ai bien peur, justement, que si la position du Maroc reste toujours la même, c'est-à-dire ne pas reconnaître la République arabe sahraoui démocratique, c'est de créer un malaise au sein des pays africains et au sein de l'organisation. Et elle n'en a pas besoin. Je pense qu'il faut justement profiter de ce cadre pour rapprocher les deux positions, pour voir si une solution est possible. J'ai une intime conviction de dire que la République arabe sahraoui doit être reconnue internationalement, et notamment par l'ensemble des pays africains. Mais ensuite, ça demande d'âpres négociations entre deux parties. Il faut que les pays africains se parlent entre eux et que ça ne soit pas un motif de division. Monsieur Amitordou, que vous inspire ce retour du Maroc au sein de l'Union africaine? Bon, je pense que le Maroc effectivement réintègre l'Union européenne, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où ça donnera une nouvelle impulsion en fait à cette union, car bon, on sait très bien que le Maroc en fait sur le territoire est quand même un pays assez leader, et qui est, que ce soit en termes de développement, en termes économiques, en termes d'électrification par exemple. Faut savoir quand même que le Maroc a un taux d'électrification rurale qui est supérieur à 90%. Donc je pense que ce sont des bons éléments que les autres pays devraient justement s'inspirer. Donc je pense que oui, c'est une bonne chose. Monsieur Nianguénon, la première prise de parole du roi marocain a été très intéressante. C'était aujourd'hui, ce mardi, devant l'Assemblée de l'Union africaine. Il a dit que l'Afrique est indispensable au Maroc et le Maroc est indispensable à l'Afrique. Que traduisent ces mots d'après vous? Bonjour les téléspectateurs de Afrique 24. En fait, ce mot, comme dit l'autre, ça contient tout. Non seulement, comme dit Malik tout à l'heure, il est chez lui, il est dans l'enceinte, il est dans le giron de l'Afrique. Par conséquent, s'il revient, en fait, moi j'ai dit tout à l'heure que le roi n'était pas là au moment où il y a eu cette dislocation. Donc ça veut dire que les mentalités ont beaucoup évolué. Donc il y a 30 ans, le roi du Maroc n'était pas encore au pouvoir, mais comme lui, il est plus jeune, il a beaucoup plus une vision, une perspective de l'Afrique que les querelles d'antan. Donc je pense que c'est louable. Alors tout ce qui va dans l'apaisement et tout ce qui va dans une réconciliation est beaucoup plus intéressante que la division sans lendemain, quoi. Quelle impulsion justement va donner le Maroc aujourd'hui au sein de cette union? Qu'est-ce qui va changer finalement? Je ne pense pas qu'il y a des choses qui vont changer dans le sens où le Maroc était déjà très actif hors l'Union africaine. Quelle va être la valeur ajoutée alors peut-être? La valeur ajoutée, c'est qu'elle pourra s'exprimer à l'intérieur d'une organisation, donner son opinion, même si elle le faisait dans le cadre extérieur. C'est-à-dire que le roi Mohamed VI est un roi, il faut le dire, un souverain qui se déplace beaucoup, qui a fait un lobbying important. Pourquoi il a eu besoin de revenir au sein de l'organisation? Justement, pour permettre d'avoir une voix au sein de l'Union africaine, dans les instances, dans les commissions, il faut bien placer ces hommes et pouvoir porter haut et fort la voix du Maroc. C'est légitime. Le Maroc est un grand pays au sein de ce continent et il a le droit, comme tous les autres, de porter sa voix au sein des commissions et des différentes instances. Maintenant, il faudrait que ça soit une voix qui soit conciliatrice et qui permette l'apaisement de ce conflit entre notamment le Sahara occidental et le Maroc qui n'a que trop duré. C'est normal, parce que il faut quand même une certaine impulsion. On ne peut pas rester tout seul. Il vaut mieux agir. L'union fait la force. L'union fait la force, donc c'est la conclusion. Effectivement, il y a eu d'autres décisions lors de ce 28e sommet de l'Union africaine. On a par exemple eu le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, qui a été élu lundi à la tête de la commission de l'Union africaine, où il remplacera donc la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Le suspense a été de courte durée, mais retour sur ce vote avec Mariama Dramé.
Le suspense a été de courte durée. Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères du Tchad, prend les rênes de la Commission de l'Union africaine. Après l'élimination des candidats sénégalais Abdoulaye Bastili, de la botswanaise Pelonomi Vanson Motwa et l'équato-guinéen Agapitomba Moukoui, le chef de la diplomatie tchadienne a été élu au 7e et dernier tour avec 39 voix sur 54 contre son homologue kenyan Amina Mohamed. J'étais vraiment fou de joie parce que le candidat a orienté plus des actions vers la jeunesse et en tant que responsable d'une coordination de jeunes qui luttent contre le VIH-Sida, j'étais très content parce que le moment est venu pour que la jeunesse puisse bouger. Et cette victoire n'est pas la victoire du Tchad, comme disait même le candidat lui-même. Il disait que mon pays c'est l'Afrique, mon village c'est le Tchad. C'est la victoire de l'Afrique. Le successeur de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma a une riche expérience en politique. Diplomate, spécialiste des conflits, il a présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015 avant de devenir président du Conseil exécutif de l'Union africaine pour l'année 2016. Des expériences qui ont joué en sa faveur. Pendant les 10 années d'expérience qu'il a passées au ministère des Affaires étrangères, il a connu toutes ces crises. Le Tchad en a connu, la bande sahélo-sahélienne en connaît. Je crois qu'il a déjà travaillé sur ces différents dossiers. Je crois qu'encore là, il pourrait sa présence en tant que président de la Commission de l'Union africaine pourrait amplifier le potentiel de solutions. Je crois qu'il n'est pas seul. Il y a aussi l'expérience qu'il a eue, mais le président Alpha Condé, dont je reviens toujours, et même au-delà, le président Idriss Déby, qui va suivre de près. À travers l'élection de M. Moussa Faki Mahamat, ministre des Affaires étrangères du Tchad, c'est la diplomatie tchadienne qui a gagné. Et cette diplomatie tchadienne, maintenant, sera à l'œuvre pour la reconstruction, pour le développement de notre continent africain. Moussa Faki Mahamat est également un proche du président Idriss Déby Itno, juriste de formation. Il a occupé plusieurs postes dans son pays avant de devenir ministre des Affaires étrangères depuis 2008. Le nouveau président de la Commission entend faire de la lutte contre le terrorisme et la stabilité du continent ses priorités pour ses 4 années de mandat. Et quant à la vice-présidence de la Commission, elle a été attribuée au candidat du Ghana. Alors Malik, on vient de le voir, hein, c'est au terme de aux 3 premiers tours des scrutins. Le Sénégalais, la Botswanaise et l'équato-guinéen, ils ont été éliminés. Et finalement, Moussa Faki a ensuite été élu à l'issue d'un 7e et dernier tour face à son homologue kenyan Amina Mohamed. Ce n'était pourtant pas le favori. Qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors, déjà, je pense que le fait que le président tchadien Idriss Déby ne soit plus à la tête, justement, de l'UA est un peu, je dirais, une reconnaissance faite au Tchad en plaçant un autre homme. Mais il y a eu une élection. Donc c'est un pari gagnant finalement. C'est un pari gagnant. Le Tchad garde sa forte influence. Oui, justement, je pense que c'est une bonne idée d'avoir présenté sa candidature à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Je pense que c'est une façon justement aussi de remercier le Tchad et de la présidence qui a été menée par le président tchadien. Ça fait beaucoup quand même de postes pour un pays, enfin 2 forts postes pour un pays. Plus maintenant, puisque effectivement Idriss Déby n'est plus en fonction, mais il a reçu aussi le soutien des pays de la bande sahélienne qui reconnaissent le travail effectué par M. Moussa Faki, qui s'est engagé pleinement dans les questions de sécurité. Effectivement, et je pense que c'est une juste reconnaissance des choses. Alors, personne ne s'attendait à cela parce que les pays justement de la bande sahélienne votent souvent pour le candidat qui est proche de la CEDEAO, enfin des pays de la CEDEAO. Il y a beaucoup de coalitions qu'on ne comprend pas forcément. Non, il y a des tractations, c'est bien normal. Dans toute élection, il y a des tractations. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà, sa reconnaissance, son travail à payer, et que certains pays qui d'habitude votaient pour un membre, par exemple, de la CEDEAO, ont préféré voter pour un membre, par exemple, du G5. Donc, la zone régionale, finalement, essaye de perdre en la logique justement des organisations régionales
de la logique de se dire il faut voter pour un candidat de la CEDEAO, de la CEMAC ou autre, ça commence à perdre de son sens parce qu'on voit finalement le critère qui est repris, c'est le travail qui est, je dis, investi par le candidat. Mais c'était le candidat qui a été soutenu par l'Algérie. Est-ce qu'on peut y voir autre chose derrière ? Non, je pense que non. Je pense pas que c'est un soutenu par l'Algérie. Oui, certainement, mais ça aurait pu être un autre candidat. Là, c'est un candidat tchadien, et voilà, je pense qu'il a cette reconnaissance-là. Il ne faut pas y voir enfin, il y a toujours un jeu d'influence. Il ne faut pas se cacher au sein des institutions, mais je pense que là, il a vraiment mérité cette élection. Monsieur Nianguénon, quel ton vous espérez qu'il donnera ce nouveau président de la Commission de l'Union africaine? Oui, moi, je pense que c'est toujours le ton de la réconciliation. Le ton de l'unité, parce que quand on est à ce poste-là, on a un devoir, le devoir c'est de réunir. Donc son travail sera de réunir. Alors il est vrai, si le plan quand même, ce que l'on constate, c'est qu'il n'a pas été élu du premier coup. Donc si c'était quand même quelque chose qui c'était fait tout de suite, on dit, ah tiens, c'est quelqu'un que l'élu du peuple, comment on peut dire. Mais c'est au cours du 7e scrutin, donc à chaque fois... D'éventuelles divisions. Oui, donc c'est ça. Bon, il a fallu faire des tractations, des lobbying, de couloirs pour pouvoir le mettre là. Donc il est là, supporté par un certain lobbying quand même. Donc il n'a pas le droit, disons, d'échouer, quoi. Donc il faut qu'il mène une politique de rigueur et puis de co-comité, quoi. C'est ce qu'on peut dire. Et Monsieur Avitorno, on a vu que Mme Nkosazana Dlamini-Zuma va maintenant perdre la tête de cette commission de l'Union africaine, mais est-ce qu'elle a été à la hauteur de ces défis? Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'elle a permis de redorer l'image du continent africain? Moi, je reviendrai juste un instant sur les tractations. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, ces postes-là sont des postes qui ont quand même un relent très politique. Donc, ce sont des postes qui sont quand même, qui se jouent, je veux dire, à un certain niveau, à un haut niveau. Pour répondre à votre question, je pense que effectivement, Mme Zuma est arrivée en fait à la tête de l'Union africaine, qui était en une position très difficile. Hein, ça, faut pas l'oublier. Donc, dans des conditions très compliquées, avec le départ de M. Ping. Et je pense qu'elle a réussi effectivement à essayer de mener la barque en fait comme elle a pu, avec les difficultés financières aussi. Il ne faut pas oublier que l'Union africaine a pas mal de difficultés financières auxquelles il faut faire face et trouver justement ces ressources-là. Et je pense que oui, globalement, ça a été bien tenu. Un bilan donc positif pour elle. Un bilan positif. Donc maintenant, ce qu'on attendrait, ce que moi j'attends en fait, je veux dire, du futur président, c'est qu'effectivement, il faut savoir que l'Union africaine en fait a lancé un programme sur 50 ans. Donc à horizon 2063, avec en plusieurs phases, mais avec une phase sur 10 ans. Et aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je pense que M. Mahama a vraiment la compétence et l'expérience pour mener à bien ce programme-là, et avec l'appui de M. Déby, qui est très bien connu sur le continent pour justement régler ces conflits, etc. Ça peut vraiment être un atout pour l'Afrique et l'Union africaine. Du coup, c'est le Guinéen maintenant qui a pris la présidence de l'Union africaine, voilà, tout récemment. D'accord. C'est là déjà. Ça. Nous allons donc à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.